Bonjour à tous, bienvenue à On Jase là, l'émission hebdomadaire où l'on vous parle chaque fois d'un sujet qui nous intéresse. Je suis accompagné de mes collaborateurs habituels Marc-André. Salut! Samuel. Bonjour! Rosemary. Allô! Et cette semaine, c'est notre semaine spéciale où nous recevons un invité. Notre invité aujourd'hui est Marion. Bonjour Marion. Allô! Salut Marion, tu travailles dans le milieu du livre et tu as travaillé brièvement en tant que réviseur pour le blog Let's Spread the Word, qui est le sujet de ta chronique d'aujourd'hui. Tout à fait. Excellent, j'ai bien hâte de t'entendre à ce sujet-là. Mais avant toute chose, Rose, que boit-on? Donc ce soir, on boit la bière La 4e dimension de la brasserie Les Grands Bois, située à Saint-Casimir. Donc c'est une bière de type Hopfenroggen. Donc c'est une bière, dans le fond, de seigle, d'inspiration allemande, donc qui se base sur les bières de style Roggenbier qu'on appelle, mais qui est plus houblonnée qu'une bière de ce style allemand-là. Donc on retrouve vraiment un style houblonné à l'américaine. C'est une bière qui contient 6% d'alcool, puis elle est assez unique en son genre, dans le sens que c'est une bière de seigle, mais avec une levure allemande et du houblon américain. C'est quand même quelque chose qui se voit pas très souvent. C'est très multiculturel. Très multiculturel. Donc, au nez, on a vraiment un côté céréalier qui est dû au seigle, puis épicé. En bouche, c'est semblable. On sent les céréales, les épices, les agrumes. On sent bien le seigle, je trouve. On sent que c'est pas une céréale qu'on retrouve couramment dans les bières, puis ça paraît. Le houblon est plus subtil que ce à quoi je m'attendais. Personnellement, quand j'ai senti la bière, j'ai eu peur un peu parce que je suis pas une grande amatrice habituellement de bières très houblonnées. Mais finalement, j'ai été agréablement surprise. C'est ça, je trouve que c'est pas si pire finalement. Elle me fait penser à une saison, en fait, un petit peu. Ouais, je suis d'accord avec toi. On retrouve le même genre d'amertume, mais elle a le côté rafraîchissant de ces bières-là qu'on associe beaucoup à l'été. Là. Mais personnellement, je la trouve quand même moins amère puis un peu moins houblonnée qu'une saison. Mais oui, effectivement, on retrouve le côté très rafraîchissant de la saison. Donc c'est ça, c'est une bière d'amertume moyenne. Elle donne pas sa place pourtant. Non, mais c'est ça, elle reste très originale. C'est une bière qui sort de l'ordinaire. Si toutefois vous savez pas quoi boire, vous avez le goût d'essayer quelque chose de différent, je vous la recommande fortement. Donc c'est la 4e dimension de la brasserie Les Grands Bois. Elle est vraiment bonne. Je pense que c'est une de mes préférées à date dans celles qu'on a. Fantastique, j'aime goûté. toujours. Je peux croire en Allemagne de nouveau. J'aime toujours faire découvrir des coups de cœur. Je suis là pour ça. J'aimerais bien dire moi aussi. C'est juste 6% pourtant? Oui, 6%. Je la trouve plus... C'est peut-être l'effet du houblon que je trouve qui attaque vraiment, mais je la trouve plus... J'ai l'impression qu'elle est plus forte que ça. C'est probablement à cause du houblon, en effet. Ok. Mais non, juste 6%. Moi, je trouve qu'elle goûte pas l'alcool, là. Fait que... Non, c'est non vrai. plus, Non, elle- c'est ça. C'est pas l'alcool qu'elle Elle est goûte. forte au goût, mais je pense pas que ce soit par rapport à l'alcool. C'est vraiment plus le houblon qui vient donner ce côté-là, d'après moi. Excellent. Merci beaucoup, Ça me Rosemary. fait plaisir, Découverte comme toujours. Découverte super intéressante. Bel accompagnement pour la chronique de Marion d'aujourd'hui. Marion, Let's Spread the Word. Tu as travaillé, comme je l'ai dit en début d'émission, brièvement en tant que réviseur pour le blog. Let's Spread the Word, juste pour le mettre en contexte, ça semble être passé par diverses phases, mais initialement, Let's Spread the Word, qu'est-ce que c'est? Ben, Let's Spread the Word, premièrement, c'est une organisation qui a été créée par quelques amies lesbiennes, donc Florence Gagnon, Chloé Robichaud. Il y a aussi Léonie Leboeuf qui est très impliquée. Dans le fond, c'est des femmes qui sont très impliquées dans le milieu lesbien et qui ont décidé de construire pour elles et pour toutes les femmes une organisation en réponse, dans le fond, à un besoin qu'elles sentaient dans la communauté, d'avoir des points de repère, de se regrouper, des lieux où se regrouper, des objets culturels vers lesquels se tourner. Donc, tu disais que parmi les instigatrices du projet, il y avait Florence Gagnon qui était déjà blogueuse avant même de fonder le Spread the Word. Non, pas du tout. Ah. Je pense pas, en fait. J'ai ok. pas fait mes recherches comme il faut, fait que ça, peut-être qu'on... Ok. Et Chloé Robichaud qu'on connaissait dans Chloé Robichaud, qu'on connaît comme cinéaste. comme cinéaste, réalisatrice, avec, entre autres. oui, avec le
le très bon Sarah préfère la course, Oui. d'ailleurs. Magnifique film Entre autres. que je recommande à tout le monde de voir. C'est un film vraiment prodigieux, vraiment génial. Et donc, Les Spread the Word, à la base, c'était un blog. Exactement. Ça a commencé comme un blog, tout simplement, qui est alimenté. C'est du contenu léger. C'est pas... quand on pense à la communauté homosexuelle, communauté gay, communauté lesbienne, on pense souvent à militantisme. On n'est plus à cette époque-là. Fait que c'est du contenu qui est assez léger. Des chroniques culturelles, des publications sur des expositions qui abordent des sujets féministes, ou typiquement lesbiens. Puis c'est aussi des réflexions sur ce qui se passe dans la communauté, puis toujours sur un ton léger qui propice à la réflexion, mais pas politisé militantiste. Pourtant, Les Spread the Word se revendique d'un point de repère dans la communauté qui vise à rassembler le milieu et le milieu lesbien et les femmes qui s'identifient comme lesbiennes. Donc malgré le fait que ça ne se présente pas comme une communauté militante, il y a quand même une prise de position politique à travers ça. Ben, c'est un prétexte au regroupement, c'est sûr. Okay. Là. Surtout quand on sait le sort qu'ont connu les bars lesbiens à Montréal, il y en a presque plus. Je pense que le dernier avait fermé peu avant la création du blog. Donc c'est ça, ils ont créé des soirées aussi pour inviter la communauté à se regrouper. Ils ont souvent loué le Fitzroy qui est au métro Montréal au-dessus du... Oui, le Fitzroy, c'était un des bons points de repère, mais c'est ça. Comme on n'avait pas de lieu comme fixe, comme un bar, ben c'est ça. Eux, ils ont décidé de créer des événements. Ils louaient la Porte Rouge aussi. Au tout début, c'était à la Porte Rouge que ça se passait. Ça montait en popularité, puis il a fallu qu'ils se déplacent dans un endroit plus grand. Puis, tu parlais un peu de ce qui est avec les bars lesbiens. Je suis pas vraiment familier avec la situation. Il y a plusieurs bars qui ont fermé. Est-ce que... C'est quoi les raisons derrière ça? Ou... Les raisons derrière ça? Ouais. J'imagine que c'est parce que les lieux ne ressemblaient plus à ce que recherchait la communauté, donc ils ont été délaissés, abandonnés, éventuellement fermés faute de moyens financiers. Je présume. J'avance quelque chose de peut-être audacieux, mais quand on parle de communauté homosexuelle, vraiment dans son ensemble, l'un des premiers référents, entre autres dans l'histoire, là, je parle pas juste à Montréal, mais dans l'histoire mondiale, on pense surtout à la communauté gay, mais à la communauté gay masculine. Oui, tout à fait. Le Spread the Word vient dans un sens contrebalancer ce déséquilibre-là dans la représentation de la communauté homosexuelle dans son ensemble. Féminine, oui, tout à fait. C'est sûr que moi, je me suis plus intéressée à l'étude du périodique, Le Spread the Word, quand il était le premier sorti en 2016. Puis ça m'a permis de faire des recherches justement sur les périodiques gays et lesbiens à travers le temps à Montréal. Puis ce que je me suis rendu compte effectivement, c'est que les périodiques lesbiens sont arrivés sensiblement en même temps que les premiers périodiques gays, mais avec beaucoup moins d'importance en termes de diffusion et beaucoup plus petits et qui sont morts beaucoup plus rapidement. Donc c'était des périodiques qui ont duré... Le premier qui est sorti en 1973 a duré 3 ans. OK. Puis il se mesurait à des périodiques gays qui étaient très soutenus par la communauté gay. Mais bon, faut qu'on se rappelle que les lesbiennes sont des femmes et que les femmes étaient un sujet moins intéressant, j'imagine, à l'époque. Donc là, on parlait il y a quelques semaines de l'histoire du droit de vote des femmes au Québec et au Canada. Donc on pourrait dire aussi qu'à l'intérieur même de la communauté gay, les femmes souffraient et souffrent encore dans une certaine mesure d'une sous-représentation par rapport à la communauté homosexuelle masculine. Oui, puis on a juste ça c'est depuis toujours, hein, on a juste à se rappeler, là je remonte vraiment dans le temps, là, mais à la manière dont Freud décrivait dans ses études l'homosexualité masculine versus l'homosexualité féminine. Okay. Par exemple, l'homosexualité masculine qui était considérée bien sûr comme une pathologie, c'est plus le cas, mais bon, c'était une pathologie propre à part entière, c'était sa propre pathologie. L'homosexualité féminine n'était pas élevée au rang de pathologie, c'était, selon Freud, une simple immaturité, et la femme allait finir par
gagner en se soignant avec la psychanalyse et la psychothérapie, a gagné en âge et a finalement retourné, pas retourner, mais s'intéresser au sexe masculin. En grandissant. Une immaturité. J'ai vraiment l'impression de me retrouver devant un discours gouvernemental qui proclame que l'austérité c'est une vue de l'esprit. Je dis ça, je dis rien. Mais Freud, c'était un homme moderne. Un homme de son temps. Il était moderne des années 20. J'imagine. Tu as parlé brièvement, il y a quelques minutes, du périodique de Let's Spread the Word qui est parti en 2016. Et d'abord, le périodique, c'est sous quelle forme? C'est une revue? Oui, c'est une revue annuelle, bilingue. Donc, on a la moitié du magazine en français, et puis quand on le retourne, c'est le même contenu traduit en anglais. Est-ce que c'est une revue qui est publiée dans l'ensemble du Canada? Oui, dans plusieurs villes au Canada, dans toutes les provinces. Puis c'est aussi distribué dans quelques villes aux États-Unis, dont New York et San Francisco, par exemple. On sait que la communauté est importante à San Francisco. C'est aussi distribué dans quelques endroits en Europe, dont la France, la Belgique, Est-ce que c'est toujours dans l'Allemagne, la Suède. Est-ce que c'est toujours dans des canaux de diffusion propres au milieu lesbien ou on peut retrouver ça C'est sûr qu'elles sont... Il n'y a pas... Que je sache, il n'y a pas de librairie lesbienne au Canada ni aux États-Unis. En tout cas, peut-être. Là, ou sinon dans les librairies féministes comme le Guélion à Montréal. Exactement, oui. C'est là que je me les suis procurés pour ma part, là, à Le Guélion. Le Guélion qui, pour rappel, est une librairie féministe qui a ouvert à Montréal il y a 1 an maintenant, qui se trouve à la station Baudry et qui regroupe un fonds de livres qui vise à représenter le féminisme, non seulement québécois, mais à travers le monde et qui a du contenu propre pour du contenu visant la représentation du milieu lesbien à Montréal. Puis pour le magazine, tu disais qu'il y avait donc un côté en français, un côté en anglais. Est-ce que tu sais si c'est seulement au Québec que c'est comme ça ou même aux États-Unis puis dans le reste du Canada? Non, ils sont aussi en français. C'est quand même vraiment cool ça. Non, le magazine est conçu comme ça. Ok. Ouais. Le contenu, il est rédigé en premier en français puis ensuite traduit vers l'anglais ou l'inverse ou Les il y a deux. un peu des deux? Okay. Les deux, les femmes qui rédigent, les rédactrices du blog sont des anglophones, des francophones, donc elles rédigent dans leur langue d'origine, mais je pense que la majorité sont des francophones. Je sais pas à quel point ça a changé depuis que moi je corrige plus le... En fait, quand j'ai quitté mon poste de bénévole, réviseur bénévole, elles étaient en train de produire la première revue et on était majoritairement des femmes francophones. Ok. Il faut savoir aussi que Let's Spread the Word, c'est la communauté qui se regroupe autour de ces articles-là, sur le blog, mais également dans la revue. C'est des organisations d'événements. C'est une série également. Oui, Féminin, qui est diffusée sur tout.tv. Oui. La saison 2 vient de sortir il n'y a pas longtemps, je pense. Oui, hein? Ouais. oui, il y a quelques... en fait, elle est sortie le 14 février, si je ne me trompe pas. Ah, ok. Donc, on enregistre ça en fin avril, fait que c'est quand même 2 mois, puis on diffusera quoi en juin, je pense. Donc, début juin. Si tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette série-là, comment... C'est des courts épisodes, c'est entre 8 et 15 minutes, puis dans le fond, c'est une série qui s'intéresse à un groupe d'amies lesbiennes, un peu comme les filles qui ont fondé Let's Spread the Word, puis leurs destins croisés, des petites aventures qui se passent dans leur vie. C'est des femmes de la jeune vingtaine, donc elles sont en pleine quête identitaire, et puis c'est ça. J'imagine que Chloé Robichaud vient fournir de son expertise aussi allègrement. C'est fort probablement, oui. Je regardais un petit peu la série puis je retrouvais justement des tons dans la manière de filmer, dans la manière dont la narration défile. Il y avait des échos, je trouvais, à la cinématographie de Chloé Robichaud que moi personnellement j'avais pu voir dans Sarah préfère la course. Et donc tu dis que la saison 2 est sortie le 14 février dernier. 2018, oui. Ça reprend les mêmes thèmes. Les mêmes personnages au moment où on les a laissés dans la première saison. Moi, je me demandais, par rapport à ce que tu disais au début, oui. Quant à la présence des femmes dans les communautés homosexuelles, etc., comme quoi la présence des hommes semblait beaucoup plus forte, puis qu'il y avait comme une espèce de besoin pour ça. Est-ce qu'on retrouve aussi
est-ce qu'il y a de... Bon, parce que moi, je connais pas trop les publications qu'il y a pour cette communauté-là, mais est-ce qu'on retrouve quand même suffisamment de publications ou est-ce qu'il y a quand même une certaine parité, je dirais, dans le contenu? Parce que il est question de... Bon, on groupe souvent là, les genres, bon, les femmes, le féminisme, etc. On met les communautés gays ensemble aussi. Fait que moi, je me serais attendu à ce que la communauté gay, ce soit peut-être pas la parité, mais qu'il y ait une représentation juste des deux sexes. Fait que je suis un peu étonné de voir que c'est plus le côté masculin, puis que là, on a un besoin d'avoir vraiment le côté féminin qui soit représenté. Mais est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a une absence des femmes dans ces publications-là qu'on retrouve... Mais moi, je pense que c'est... Je sais pas si j'ai bien compris ta question, puis si je vais bien répondre, mais... C'était digne de Jean-Philippe Vautier. Oui. Je m'en excuse. Mais je pense que ça montre juste, dans le fond, c'est symptomatique de l'arrivée plus tardive des femmes dans presque tous les milieux, là, dans le milieu professionnel, juste dans le milieu politique, avec leur droit de vote. Dans le fond, elles sont arrivées plus tard pour tout, donc malheureusement, elles arrivent plus tard, encore une fois. En d'autres mots, on a peut-être l'impression, dans le fond, que c'est un peu la réponse féministe, mais dans la communauté gay, dans son ensemble. Mais c'est parce qu'il est difficile aussi pour la communauté lesbienne de se dissocier du combat féministe. C'est dur de militer seulement pour son identité lesbienne, sans militer pour son identité de femme aussi. Donc le combat lesbien et le combat féministe sont imbriqués l'un dans l'autre, puis je pense que ça, oui, ça leur cause beaucoup de bien, aussi, mais beaucoup de tort aussi, parce que ça détourne un peu le débat de l'homosexualité féminine sur le féminisme. C'est parce qu'il ne faut pas considérer le désir de représentation de la communauté lesbienne comme étant un combat qui fait dans le fond est une sous-catégorie du féminisme. C'est vraiment deux combats. C'est vraiment deux communautés, deux prises de position politique qui ne sont pas... l'une ne domine pas sur l'autre, elles sont voisines. Ben, elles sont imbriquées l'une dans l'autre. C'est impossible de militer pour son droit à élever un enfant avec une femme sans militer pour son droit d'avoir un foyer avec juste des femmes, puis juste des revenus de femmes. Puis, c'est impossible de dissocier le combat lesbien du combat féministe. Parce que... Ça serait vraiment étrange de le faire. En fait, là, c'est ça. Ce qui est dommage aussi. Parce que, en même temps, tu peux pas dissocier... Mais en même temps, ce que je me demande, c'est... Tu sais, il y a eu beaucoup d'avancements justement pour le droit des gays et lesbiennes dans les derniers 20 ans en général. Là, les questions féministes ont fait de plus en plus surface dans les dernières années. Je me demande s'il n'y a pas un effet d'entraînement entre les deux qui fait qu'un peut venir aider l'autre par la bande. Je sais pas, c'est vraiment une réflexion ouverte. C'est une très bonne question. Je ne m'y connais pas assez dans le militantisme gay pour me prononcer. Même sans que ça soit nécessairement volontaire, mais plus que par conséquence, vu qu'il y a tellement des liens à faire entre les deux, que ça soit dans... Mais c'est parce que la différence, c'est que les gays ont seulement eu à militer pour leur identité, pour leur orientation sexuelle, tandis que les femmes, en plus de devoir militer pour leur orientation sexuelle, doivent militer pour leur genre. Ouais, non, c'est ça. Donc, je ne vais pas dire le contraire non plus. Mais plus dans le sens, le fait d'avoir... Tu sais, que ces questions-là aient été mises à la table, justement, d'orientation sexuelle. Là, peut-être ça ouvre plus la porte, justement, parce qu'on se pose des questions sur le genre. Donc, il y a comme un... Tu sais, a posteriori, il y a vraiment un cheminement logique, j'ai l'impression, entre ces deux choses-là. Oui, tout à fait. Puis je pense que ça n'aurait pas pu se passer autrement non plus. Là. Je trouve ça quand même intéressant, Samuel, ta question concernant le débalancement, justement, dans les deux représentations, parce que c'est le genre de choses qu'on remarque dans l'histoire des oppressions subies par les communautés, par la communauté homosexuelle en général. Puis c'est une absence de représentation qui se retrouve même dans les domaines qui sont les plus... qui devraient normalement réunir les deux. Juste, je repense, moi, dans les années 80, à l'éclosion de la crise du sida. Il y a beaucoup d'écrivains et écrivaines qui ont écrit là-dessus, conséquemment, autant des essais que de la fiction. Marion, tu connaîtras peut-être Hervé Guibert. Oui, bien sûr. Qui est Hervé Guibert. L'ami à qui je n'ai pas sauvé la vie. L'ami à qui je n'ai pas sauvé la vie, le protocole... je me rappelle plus. Bref.
Hervé Guibert, auteur français, entre autres de À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, qui est l'un des auteurs les plus reconnus, surtout qui a œuvré surtout dans les années 80 dans la communauté gay autour de la crise du sida, parce qu'il en était atteint lui-même, et ses écrits portent principalement sur l'impossible rémission ou la volonté de nourrir un espoir face à ce fléau-là d'envergure mondiale, comment on le vit socialement, comment on le vit personnellement, sans nécessairement tomber non plus dans l'autobiographie ni dans le misérabilisme. Bien au contraire, c'est vraiment un travail de fiction qui est fait là. C'est l'un des plus grands représentants de cette littérature-là dans le domaine français. Dans le domaine pour des femmes, est-ce qu'on pouvait forcément se reconnaître dans ce corps-là d'homme qui vit le sida? Parce qu'à travers, c'est ça, dans le fond, ma question qui était digne d'échouer l'examen de la loi sur la clarté référendaire. Ma question essentiellement... Tant que ça reste une phrase puis que tu mets bien des points-virgules, ça marche. D'accord. Correct. Enfin. Ma question, c'était plus de savoir justement, est-ce que c'est parce que les femmes ne se sentaient pas assez représentées justement dans le combat, justement pour reconnaître l'homosexualité, etc., qu'il y a eu un besoin de créer cette espèce d'aspect, cette espèce de jointure finalement. Mais tu y as répondu en même temps là, par comment tu présentais justement comme quoi ces deux combats, le féminisme puis la reconnaissance de l'homosexualité, comme quoi c'était deux combats qui étaient imbriqués ensemble, ça y répondait un peu. Mais l'arrivée de l'exemple de Clarence par rapport à un acteur qui vient servir de figure de proue finalement, est-ce qu'il manquerait justement de modèle du côté des femmes pour défendre... C'est une très bonne question. Et puis, je pense que le Spread the Word, surtout avec la revue, vient répondre à ce manque de modèles positifs de la communauté lesbienne, en présentant dans des articles des portraits de femmes qui ont connu un succès professionnel, athlétique, même des fois un succès artistique, et qui sont lesbiennes. Donc, ça vient justement offrir, comme elles disent dans l'éditorial de la revue, à les jeunes filles de 18-19 ans qui se demandent bon, qu'est-ce qui va devenir de ma vie? Est-ce que je vais pouvoir réussir? Tout ça, les questionnements qui viennent quand on découvre son homosexualité. Ça vient leur offrir des modèles vers qui se tourner et les encourager à poursuivre leur rêve indépendamment de leur orientation sexuelle, parce qu'au final, être une bonne skieuse, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Hein? Je pense que le combat féministe, là j'ouvre de quoi de très large, mais je pense que le combat féministe, essentiellement, c'est justement d'être capable de donner une voix puis une visibilité à ces modèles-là, peu importe la communauté qui vienne. Moi, je pense beaucoup aux communautés scientifiques aussi. On essaye de plus en plus de mettre de l'avant ces femmes qui ont accompli de grandes choses en sciences, en génie, etc. Il y a eu un film l'année passée qui est sorti justement sur... Hidden Figures, qui était en fait sur des femmes scientifiques. Je crois qu'elles étaient toutes afro-américaines en plus, donc des représentantes de communautés assez marginalisées, surtout à l'époque où est-ce que le film se passe. Là. C'est au courant des années 60-70 que le film se passe. Puis justement, elles réussissent par leurs interventions, tout ça, à amener la mission plus loin et même à sauver ces missions-là parce qu'il y avait des problèmes dans les calculs et tout, puis c'est elles finalement qui vont les résoudre, puis je trouve ça fantastique de voir qu'on travaille, que des gens s'investissent à mettre en valeur ces modèles-là justement pour montrer comme quoi c'est possible, puis dans ce sens-là, je trouve que cette convergence-là, je comprends peut-être un peu mieux justement, là, c'était là où est-ce que s'en allait ma question, comme l'intérêt finalement de combiner féminisme et reconnaissance, le militantisme homosexuel. C'est sûr que ça vient apporter à toute la communauté femme, à toute personne qui s'identifie comme femme, des modèles, qu'ils soient homosexuels ou non. Des modèles auxquels le public peut s'identifier non seulement dans leur situation, que ce soit personnelle ou professionnelle, mais dans une certaine mesure géographique aussi. Puis dans cette optique-là, il me semble que le Spread the Word vient ajouter un plus. Je repense entre autres au premier numéro de la revue, la couverture c'est Tegan et Sara, deux artistes canadiennes dans le domaine musical qui sont sœurs,
jumelle et ouvertement homosexuelle. Et à l'intérieur même de ce numéro-là, je pense que c'est dans ce numéro-là, il y a un texte de Marie-Pierre D'Amour. C'est elle qui a joué Sophie dans, dans La Guerre des Tucs. Ben oui. Et qui parle de son... qui parle de... J'ai pas la référence, mais... T'as la même âge que nous, Clarence. Ben oui, ben voilà. Gilles Groux, là, son film, il était sorti en 64, là. Je sais pas... Ouais, c'est vrai. Donc c'est ça, Marie-Pierre D'Amour, dans son texte, elle parle de son expérience dans le film, mais elle parle également de son expérience en tant que femme ouvertement homosexuelle et quel lien il y a à tracer entre sa figure d'actrice qui a joué dans un film culte dans toute l'histoire de la cinématographie, voire même de la société québécoise. Ouais. Tracer un lien entre La Guerre des Tucs, qui est un film culte, et elle, en tant qu'actrice, qui l'a vécu de l'intérieur, mais qui l'a vécu non seulement dans le tournage, mais dans le fait de vivre son personnage de Sophie. Ça tresse des liens entre cette figure-là du film et l'actrice, mais elle-même en tant que repère proche de la société québécoise, ça fait que tout le monde peut s'identifier à ça en lien avec le film. Oui, puis non seulement c'est ça, ils offrent des modèles qu'on connaît, dans lesquels on se reconnaît, qu'on peut identifier dans notre propre histoire de vie, de cheminement. Mais les Spread the Word s'intéresse aussi à la communauté d'alliés, parce qu'ils sont très importants, eux aussi, ceux qui soutiennent le combat féministe et lesbien, et qui contribuent à briser les standards de genre et tout ça, sans s'identifier eux-mêmes à la communauté. Comme par exemple dans le premier numéro, on a un article très intéressant sur Nathalie Crasset, qui est une designer industrielle française. Nathalie Crasset, qui est une designer industrielle française, et tu parlais du terme d'allié. Oui. Juste pour remettre en contexte, comment on définit un allié dans le combat pour la représentation dans la communauté lesbienne? Ben, un allié, je pense que c'est tout simplement quelqu'un qui soutient le combat, puis qui, sans le vivre lui-même de l'intérieur, participe à sa façon à la déconstruction des systèmes établis d'identité de genre et d'orientation sexuelle normale versus... On a des guillemets radiophoniques ici. Dans d'autres causes, on dirait un sympathisant à la cause, sans être nécessairement un militant. De ce que j'en ai compris, parce que c'est un mot que j'ai seulement entendu justement dans le militantisme homosexuel, le mot d'allié. Et féministe aussi. Féministe aussi, effectivement. Donc c'est beaucoup dans la question des genres et de l'orientation, mais quand on parle d'autres causes, on va vraiment parler de sympathisant à la cause, une personne qui appuie la cause sans nécessairement se reconnaître comme militant ou activiste. On peut dire qu'un allié, c'est une personne qui peut s'identifier parmi le standard, comme par exemple les féministes, les hommes étaient des alliés. Les alliés des féministes, c'était les hommes qui, eux, n'avaient pas à mener ce combat-là de l'intérieur, mais qui pouvaient quand même sympathiser. Les alliés de la communauté LGBTQA, etc. C'est tous ceux qui s'identifient, qui sont ou qui se définissent comme le genre ou l'orientation sexuelle dominante, entre grandes guillemets, mais qui décident quand même de s'allier à la communauté minoritaire et de l'aider dans son combat. Et dans le fond, dans ce combat-là, il y a plusieurs facettes, bien entendu. Bon, il y a les enjeux de représentation et les enjeux de... l'objectif aussi de briser les tabous et de déconstruire certains préjugés. Quelque chose que d'ailleurs, le Spread the Word avec la télésérie Féminin contribue largement à faire. Oui. Tu l'as dit tantôt, c'est des petites capsules, mais chacune des petites capsules présente une situation quotidienne. Oui. Qui vient un peu déconstruire ça. Puis t'as aimé ça, hein? Ah, j'ai adoré ça. Bon, j'ai pas encore vu la deuxième saison, mais la première saison, ça m'a époustouflé. Féminin, ça s'adresse à tout le monde, hein? Pas juste à la communauté lesbienne. C'est créé par la communauté lesbienne. Ça met en scène des lesbiennes, ça met en scène la communauté, mais ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde qui aime ça, écouter une série légère avec des personnages drôles puis des situations cocasses, va aimer la série, là.
Ce que j'aime aussi dans cette série-là, c'est qu'on a vraiment un spectre très large de cette communauté-là. Non seulement en termes de représentation de différentes femmes, mais quels problèmes et quelles solutions sont imaginées et éventuellement mises à profit par ces femmes-là, qui sont principalement, dans mon souvenir, c'est principalement des jeunes femmes, mais il y a également des enjeux, par exemple, à la différence d'âge, à la différence raciale. On parle un petit peu moins des enjeux liés aux tabous familiaux. Peut-être que c'est traité dans la deuxième saison. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Non, on traite pas du tout de la famille, c'est vrai. Donc, c'est vraiment à l'intérieur des relations. Oui, à l'intérieur des femmes de la communauté. D'accord. Je voudrais revenir encore une fois sur la revue. Initialement, Let's Spread the Word, c'était un blog. Mm-hmm. Ensuite, on a migré vers un format papier. Oui. Ben, on n'a pas migré. Le format papier se fait en parallèle au contenu du blog. Je présume, en ayant consulté le blog tout récemment, que l'activité de la création du magazine papier a occupé beaucoup du temps des femmes de l'organisation et que peut-être, elles ont moins mis le blog à jour, mais le blog continue. Dans le fond, c'est l'inverse de la presse. C'est ça, c'est exactement ça. Ils sont passés du web au papier. Ouais. C'est très intéressant aussi, ça. Justement, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en 2018, partir une revue papier, alors que le médium initial, c'était un blog, donc un format numérique. Ouais. C'est drôle parce que je me suis posé la même question en faisant mon travail d'école sur cette revue-là. Puis j'ai lu un mémoire de maîtrise très intéressant de Emma Goyette, justement sur l'organisation, qui elle interviewait Emma directement Florence. Okay. Puis Florence semblait lui dire, là, c'est ce qui a été cité dans le travail, que le web semblait être le meilleur moyen de rejoindre la plus grande part de la communauté. Ça leur permettrait d'entrer dans plusieurs sphères, dans plusieurs groupes d'âge, dans plusieurs foyers, puis tout ça. Donc comme tremplin. Puis que ça n'aurait pas été possible, disons, avec un magazine papier. Eh bien, qu'est-ce qui n'arrive pas 2 ans plus tard? Boum! Un magazine papier. Un magazine papier, un magazine annuel d'un volume quand même assez épais. Oui, assez épais, même si on sait que c'est bilingue français-anglais. Il faut se rappeler que c'est à peu près la moitié de l'épaisseur, puis que c'est annuel aussi. Mm-hmm. Donc, puis on dit revue, mais on dirait quasiment un livre. C'est ce que je m'en allais dire. Elle est de toute beauté, cette revue. On l'a sous les yeux présentement. Je m'attendais pas à ça. Là. C'est vraiment une très on parle de revue. Grosseur, juste pour guider nos auditeurs. À peu près 1 pouce d'épais, donc un demi-pouce français, un demi-pouce anglais à peu près. Puis un livre grand format. Un livre grand format en plus. C'est quand même curieux considérant qu'il y a beaucoup de revues culturelles québécoises qui ont opéré dans les 5-6 dernières années une migration vers un format plus digne de la revue. Je pense entre autres à Liberté, à Spirale, des revues principalement art politique, certaines de stature universitaire, tandis qu'avec Let's Spread the Word, on retourne à un format qui était peut-être plus en vogue dans les années 80-90, de revues qui ressemblent à des codex, comme des livres, avec du contenu. Est-ce que le contenu de la revue, c'est du contenu original, donc? Oui, c'est du contenu qui n'est pas publié sur le blog. C'est du contenu rédigé spécialement pour la revue. OK. Est-ce qu'il n'y a pas, dans la recherche, dans le besoin qu'on ressent de publier une revue papier, un désir d'offrir un autre médium, mais c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche à diffuser en changeant de médium comme ça? Je pense qu'il y a un aspect d'un désir de crédibilité très fort aussi. On s'entend que le web, le blog, ça va vite, c'est éphémère, tandis que le papier, c'est physique, ça s'inscrit, ça va dans le fond inscrire pour de vrai le blog puis l'organisation, juste par exemple à la bibliothèque des Archives nationales du Québec, par exemple. Ouais. On a juste à penser à ça. Mais je pense que le fait de sortir une revue papier, particulièrement de nos jours, c'est rendu une bonne façon de se démarquer parce que du contenu web, il y en a à la tonne. Je pense c'est comme un peu au début de l'Internet, quand on a tous eu nos adresses courriel, on était donc contents de recevoir un courriel alors que nos lettres, on s'en foutait. Maintenant, c'est le contraire. On reçoit des centaines de courriels par jour, mais quand on reçoit une lettre, c'est tellement spécial. Je pense que c'est
un débalancement, dans le fond, du média Ouais. utilisé. C'est plus spécial d'avoir une revue papier, je pense, de nos jours. Mais c'est le prestige du papier. Ouais, ça, Ouais, en littérature, aussi, on appelle ça le c'est sacre certain. du papier. Exactement. Je pense que le courriel, c'est maintenant le mode de communication que j'ai le plus, mais C'est c'est le fait de courriel, devenir c'est- adulte, d'avoir ouais. une job, Ouais. je pense. Le courriel, c'est commode. Ouais. La Ah, revue, c'est... même là. Mais il y a un aspect aussi, beaucoup de tangibilité là, qu'on donne aux livres. Puis quand tu parles de crédibilité, je pense que c'est vraiment là. C'est l'aspect qu'on puisse le feuilleter, qu'on puisse le conserver. Comme on a dit, un blog, c'est éphémère. C'est pas rare d'avoir un lien vers un article, par exemple, qu'on rajoute à nos signets. Puis que 1 an, 2 ans plus tard, le lien soit inaccessible parce que Ouais. c'est hébergé. Ou on l'a jamais lu, tu sais, le nombre d'enregistrements que je fais sur Facebook, puis que finalement je retourne jamais le lire, puis ça fait pas longtemps qu'elle a cette fonction-là, mais... Puis c'est ça, puis ou sinon, juste même, on peut trouver un article de blog qu'on va vraiment adorer, mais au final, même s'il est encore disponible, on va juste le perdre, on le sauvegardera pas, on n'aura pas ce réflexe-là, ou on n'aura pas le réflexe de le tourner, tandis que la revue, on va l'avoir quelque part dans notre bibliothèque, ou dans Ouais. une boîte, peu importe. On dirait que parce que ça s'archive mieux, ça existe mieux. Ou que ça existe plus. Ou que ça existe plus, exactement. Mais comme tu disais, l'enregistrement auprès de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est ça. Je m'archive, donc j'existe. Je Ouais, m'archive. c'est ça. Là, je pars sur un tout autre sujet, puis ce serait une excellente discussion pour une prochaine émission, mais c'est sûr que la recopie d'un format papier, où est-ce qu'on retrouve tangiblement une copie, plusieurs copies, versus un site web qu'on accède, qui a juste une copie à laquelle on a un accès distant. C'est sûr qu'il y a une différence au niveau de la conservabilité. C'est un peu comme une conservation. espèce. C'est sûr que tu as un exemplaire d'une espèce, tout le monde peut aller le voir jusqu'au moment où est-ce qu'il meurt puis qu'il s'éteint, alors que le livre, tu as des copies qui continuent Ouais. de subsister. Non, je pense que c'est... Il y a de quoi de fort intéressant à avoir le désir puis à décider de mettre en œuvre justement la réalisation d'un format papier, surtout que encore plus aujourd'hui, ben c'est un format qui souffre beaucoup de l'accessibilité trop facile finalement là, des autres médiums. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un geste assez signifiant dans le fait de lancer une revue comme ça. Le fait de lancer une revue papier est déjà en soi un acte de résistance par rapport à la profusion des informations qui affluent à l'ère du numérique, mais pour une communauté comme celle-là, pour un collectif comme Let's Spread the Word qui fait ce geste-là, c'est d'autant plus signifiant que parce que la revue existe plus, la communauté existe là, plus. C'est bien, c'est une bonne réflexion. Puis ça fait aussi événement, un Oui. lancement. Hein? Oui. Ça s'inscrit dans l'histoire de la communauté, c'est remarqué. Puis la Spread the Word est soutenue par des acteurs importants de de plusieurs milieux, dont le Mouvement des Jardins, Ok. qui a participé financièrement au lancement de la première revue. Ah, ok. Ça aussi, ça vient jouer sur la crédibilité. Ouais, vraiment, quand même, qu'il y a c'est une des plus grosses compagnies au Québec qui fasse ça, c'est vraiment cool. Let's Spread the Word est basé à Montréal, mais diffuse dans l'ensemble au Canada, aux États-Unis, quelques pays en Europe également. Oui, la revue. Pour ce qui est du blog, ben ça demeure Internet, donc Ouais, c'est c'est accessible pas mal à tout c'est le monde. accessible partout. Parfait. Merci beaucoup, Marion, d'être venue aujourd'hui nous parler de Let's Spread the Word. C'était vraiment intéressant comme chronique. Avec plaisir. Donc, merci à tout le monde pour cette belle discussion dans le cadre de cet épisode d'On Jase-là. Merci beaucoup, Marion, d'être venue nous voir aujourd'hui. De rien, ça m'a fait plaisir. Donc, je rappelle que l'émission On Jase-là est disponible sur Podbean, Apple Podcast, Google Play et YouTube. S'il vous plaît, likez notre page, partagez notre page également sur Facebook. Donnez-nous un 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcast. Ça va nous C'est aider. la même chose, mais c'est pas grave. Ah ben c'est pas grave. Bon, ben, je vais finir par m'y retrouver à un moment ou à un L'important, autre. c'est de battre les algorithmes d'Apple. Exactement. Donc, Marc-André, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Samuel, merci. Ça fait plaisir. Rosemary, merci encore. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la balado. Bonne journée! Au revoir. Bye! Bye!